Donc je suis arrivé à Hong Kong le soir du 16 novembre. L'occupation de l'université polytechnique avait débuté 5 jours avant, le 11 novembre, suite à un appel à la grève générale qui avait été très suivi dans l'ensemble de la ville et qui avait donné lieu à une première grande occupation de l'université chinoise de Hong Kong dans le quartier plus au nord de Sha Tin. Alors ces stratégies d'occupation s'insèrent dans une séquence protestataire assez particulière. Le mouvement qu'on peut qualifier de pro-démocratie, on y reviendra, faute de mieux, avait débuté en juin dernier en opposition à une loi d'extradition vers la Chine continentale, donc qui est vraiment la matrice de ce mouvement, qui ensuite s'intensifie durant les mois de juillet-août. Et ce mouvement, dans sa première phase, suit une stratégie qualifiée en référence à un célèbre aphorisme de Bruce Lee, la stratégie du be water. Donc be water, c'est être comme l'eau, fluide, informe, et en cultivant sa mobilité dans une stratégie d'attrition des forces de l'ordre, de multiplication des points de manifestation. Alors ce qui caractérise cette stratégie du be water, au-delà de la fluidité, c'est quand même la tentative de rassembler en des points multiples, de manière ponctuelle, un maximum de manifestants. Là, cette stratégie, en fait, tire les enseignements du dernier grand mouvement de mobilisation de 2014, le mouvement Occupy Central, ou la révolte des parapluies, qui pendant 79 jours avait organisé des occupations massives dans plusieurs quartiers de la ville, notamment les quartiers d'affaires d'Admiralty et Causeway Bay, mais aussi dans des quartiers plus populaires comme à Mongkok sur la péninsule de Kowloon. Cette stratégie d'occupation avait montré ses limites, notamment parce qu'elle avait contribué à une aliénation des soutiens populaires avec une montée de la grogne face aux nuisances occasionnées à la circulation, aux activités quotidiennes. Donc le be-water, c'est aussi ça, c'est éviter justement la stagnation, l'ancrage local trop longtemps pour éviter en partie de s'aliéner ces soutiens populaires essentiels. Cela dit, cette stratégie du be-water, qui a commencé à faire école internationalement, à son tour commence à montrer ses limites au début du mois d'octobre, notamment du fait d'une transformation, d'une évolution de la réponse policière avec des arrestations de plus en plus massives lors des actions de mobilisation et parallèlement une coopération accrue de la compagnie ferroviaire, le MTR, qui, par anticipation de chaque action de mobilisation annoncée sur les chaînes Telegram ou sur le forum LIHKG, qui est vraiment la plateforme, le lieu de commandement virtuel du mouvement, systématiquement, le MTR ferme par anticipation l'ensemble, enfin un certain nombre de stations, voire l'ensemble du réseau, comme au début du mois d'octobre. Et ça porte atteinte de manière radicale à la stratégie du be-water en limitant les capacités de projection des protestataires à travers la ville, sachant qu'il faut rappeler le caractère topographique de cette révolte. Donc Hong Kong se structure autour d'une île principale, l'île de Hong Kong, puis d'une péninsule, la péninsule de Kowloon, qui s'étend jusqu'à Shenzhen et la Chine continentale, donc souvent avec des distances importantes et un appui sur le réseau de transport, à la fois donc le MTR, mais aussi les ferries. Et parallèlement donc, à la coopération du MTR, la police elle-même se masse autour des stations de métro ou des embarcadères des ferries, notamment après les manifestations, et là avec des fouilles massives qui limitent là encore la stratégie de projection des participants. Donc en réponse aux limites de cette stratégie de mobilité, les manifestants, à partir du début du mois d'octobre, proposent de revenir à une stratégie d'ancrage local, plus tellurique. C'est la stratégie de Hoi Fa, la stratégie d'éclosion généralisée. Et là, l'idée, cette fois, est d'encourager les actions locales dans son propre quartier pour ne plus être dépendant du réseau de transport, pour disparaître plus facilement suite aux interventions de la police et ne pas se retrouver isolé, puisque c'était le cas parfois des participants aux actions
plus liquide des semaines, des mois précédents, qui se retrouvaient piégés après les manifestations sans pouvoir rentrer chez eux. Donc voilà, donc un retour vraiment à cette stratégie locale, toujours avec des actions sur le mode un peu des flash mobs, mais un retour quand même dans le local qui va finalement constituer le terreau d'un retour aux occupations. Donc c'est là que la stratégie de grève générale annoncée le 11 novembre va s'inscrire dans cette stratégie de protestation et va favoriser donc le retour à la constitution et la défense de bastions. La stratégie d'occupation de ce qu'on appelle le LECO, le Legislative Council, le 3 juillet, va être globalement analysée comme un échec parce que les militants, les protestataires ont réussi à rentrer, mais en fait, une fois rentrés dans le Parlement, là, il y a un moment de flottement où les protestataires ne savent pas quoi faire de cette occupation. Est-ce qu'il faut rester Est-ce qu'il faut engager une occupation dans la durée C'est aussi la limite d'un mouvement acéphale qui n'a pas de leadership, qui valorise le consensus, mais de manière décentralisée. Finalement, il y aura dans un premier temps un dissensus au sein des manifestants. Un tout petit groupe va décider de rester. Ils seront emmenés par la force par un groupe de protestataires qui vont les emmener avec eux en refusant de laisser des camarades derrière. Suite à ça, et ça j'avais eu des discussions avec certains camarades hongkongais au mois d'octobre, sur justement, et peut-être en écho à ce qui était en train de se faire en France sur le retour à des modes d'occupation, eux me disaient c'est prématuré, on a vu les limites de cette stratégie déjà au moment de la révolte des parapluies, mais aussi au moment de l'occupation du Lecco. Donc pour nous, il est hors de question de revenir à l'occupation. En même temps, voilà, quelques semaines plus tard, la conjoncture a changé. On a eu un événement aussi décisif qui est la mort de cet étudiant, Cho Solok, le 8 novembre, qui vraiment conduit à l'embrasement de la ville. Et là, comme toujours, les Hongkongais, c'est une de leurs grandes forces, tirent les leçons collectivement de leur échec et décident justement de passer à de nouveaux modes d'action. Mais on voit la rapidité avec laquelle justement ce changement de stratégie s'est fait en l'espace de quelques semaines. Alors il y a un mot d'ordre de grève générale qui est lancé le 11 novembre avec une ambition de descendre dans la rue, de bloquer les axes de circulation, de bloquer les axes ferroviaires. Donc on balance tout ce qu'on trouve sur les axes ferroviaires, on tente d'harponner les lignes électriques et il y a parallèlement des appels à occuper les universités. Mais tout ça se fait plus sur le mode de l'émulation que de la coordination. Mais il va y avoir un effet d'entraînement, notamment à partir de l'occupation de l'université chinoise de Hong Kong, la CUHK, qui va donner lieu à un premier siège de la police, à de premiers combats extrêmement durs autour de la défense des ponts par les protestataires, un début d'occupation et de militarisation de cette université chinoise de Hong Kong. Donc là, on voit aussi s'inventer de nouveaux modes de protestation, de nouvelles tactiques, un artisanat insurgé qui se développe très très rapidement, avec la construction de murs de briques renforcés de ciment, avec l'apparition de trébuchets, avec l'apparition des premiers archers qui se servent donc d'arcs, de javelots, d'épées d'escrime dans les gymnases de l'université. Et puis on voit apparaître aussi toutes ces briques et ces petites structures, ces espèces de mini-dolmens qui vont joncher un certain nombre d'axes routiers et qui apparaissent également à l'intérieur des universités. Voilà, donc tout un nouveau savoir-faire qui apparaît dès les premiers jours de cette grève générale et qui va se répandre et faire école dans les autres universités, notamment après que les étudiants de CUHK, alors qu'ils étaient pourtant apparus en position de force après avoir réussi à repousser l'assaut de la police, décident, contre toute attente, de suspendre l'occupation en demandant à leur soutien extérieur de quitter le campus. Notamment en réponse à une anxiété profonde qui travaille ces manifestants, ces étudiants en particulier, qui est celle des infiltrations par les policiers en civil.
Et donc là, on va avoir un transfert d'un certain nombre des occupants, y compris des étudiants de l'université chinoise, vers d'autres universités, notamment à Polyou. Bien que l'occupation de l'université polytechnique, qui elle est située plus au sud, toujours sur la péninsule de Kowloon, l'occupation a démarré le même jour, hein, le premier jour de la grève générale, le 11 novembre. On a la constitution de barricades, un début de fortification de l'université, mais c'est vraiment dans les jours suivants que le blocus va s'intensifier. Et c'est à ce moment-là, justement, que j'arrive, le 16 novembre, dans la soirée qui va être marquée par les premiers affrontements avec la police vers minuit. Et là, on a 3 heures d'affrontement d'une certaine intensité entre minuit et 3 heures du matin.